Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes censés travailler sur la séance 4 qui correspond à la VST 2 et nous interroger sur les personnages de Phèdre face à leur passion. Alors, je rappelle qu'il faut que vous ayez le cours que vous voyez ici devant vous, sous les yeux, les textes de la VST aussi, puisque à la fin de la séance, on va en parler. Et puis, ce serait pas mal aussi que les élèves qui devraient être en groupe et en module avec moi aujourd'hui aient aussi imprimé le texte de la lecture linéaire 13, puisqu'ils vont devoir y travailler après cette séance. Bien, l'objectif de la séance aujourd'hui, et ce que j'ai mis en préambule, c'est d'abord d'essayer de comprendre et de retenir les éléments que vous allez trouver ici, à savoir, en premier lieu, découvrir le fait que Racine fait de la passion un thème majeur dans son œuvre. Et puis ensuite de voir que cette passion est ravageuse. D'ailleurs, on peut tout à fait faire le lien entre la princesse de Clèves et Phèdre de Racine. Je vous rappelle que Phèdre et la princesse de Clèves font à peu près partie de la même époque de publication. Ensuite, on va se souvenir ensemble des différents sens du mot passion, même si on l'a déjà évoqué avec la princesse de Clèves. Et pour terminer, on va relier le thème de la passion à la pièce elle-même et notamment au personnage. À la fin de cette séance, donc de cette capsule plutôt, je vous demanderai donc de faire un travail de réflexion sur les textes. Il faudra donc interrompre la capsule, d'abord pour marquer chaque passage dans vos livres avec des post-it de couleur que vous relirez à la passion. Et ensuite, je vous demande aussi d'identifier dans chaque texte la passion des personnages, de la mesurer, donc il faut la nommer, observer comment les passions s'expriment et déduire rétrospectivement parlant, prenant du recul par rapport à l'œuvre, les impacts de la passion sur les individus ou leurs pairs dans l'œuvre. Enfin, je vais vous demander de vous poser la question de quelles sont les actions du personnage dans l'œuvre à cause de la passion. Quelles sont les conséquences de la passion dans l'œuvre pour le personnage. Pour ce qui concerne l'écrit d'appropriation, je vous demande de faire une carte mentale dans vos carnets de lecteurs, en ayant pris soin de mettre en haut et même au cœur de votre carte mentale la passion dans l'intrigue de Phèdre. D'abord, vous récapitulerez dans un premier espace les définitions de la passion. Ensuite, vous recenserez 3 passages de l'œuvre où vous estimez que la passion est importante et vous listerez les personnages qui éprouvent des passions tout en les identifiant, avec une citation notamment. Désolée pour le petit blanc, j'ai eu un petit problème technique. Alors, pour se souvenir de ce que c'est que la passion, c'est essentiel si vous avez une dissertation dessus, parce que dans une dissertation, il faut prendre en compte tous les sens d'un terme. Et je vous rappelle que le parcours de notre étude, en lien avec l'étude de notre œuvre, est tragédie et passion. Alors, dans un premier sens, la passion, un sens général, la passion exprime en premier lieu le fait que le personnage subit son action. La passion, vous entendez passif à l'intérieur du terme passion, ça sous-entend que le personnage est passif, qu'il n'est pas acteur. Et du coup, on peut faire un lien avec le tragique dans la passion, puisque le personnage n'est pas maître de lui-même, n'est pas maître des éléments quand il éprouve de la passion. Ce qui est logique du coup d'insérer la passion dans la tragédie. Autre définition qui est d'ordre plus physique pour celle-ci, et plus sélective, la passion est une souffrance physique. La première passion connue, c'est la passion du Christ sur la croix, évidemment. Et donc, du coup, dans notre œuvre, ça nous invite à nous poser la question de l'expression de la douleur, de la torture des personnages, le plus souvent physique. Notamment, vous trouvez le verbe brûler, le brûler d'amour, ou le nom feu quand il s'agit d'évoquer la passion.
Autre définition, c'est une définition morale et elle aussi sélective. La passion renvoie à tous les désordres de l'âme qui sont nombreux quand on éprouve notamment de l'amour. Et ces désordres de l'âme peuvent être la colère, le chagrin évidemment. Dans notre œuvre, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est de voir à quel point la passion travaille Phèdre, notamment quand on voit le poids que l'aveu représente pour elle, et sa difficulté à Phèdre, hein, à dire et à vivre sa passion, hein. Ce qui fait que la parole de la passion devient une parole tragique. Quatrième définition, la passion chez Racine est intrinsèquement liée à l'amour. C'est le cas aussi chez Madame de Lafayette. C'est pourquoi on essaiera d'évoquer dans notre VST2 l'exploration du sentiment amoureux chez Racine, de ses débuts à sa fin. Et ce qui est très important chez Racine, et c'est très bien traité, c'est la notion du coup de foudre que j'appelle aussi l'inamoramento, cette passion du début jusqu'à sa fin. La fin d'ailleurs de la passion peut être assez extrême puisqu'elle peut aller jusqu'à la mort, en passant bien sûr par le chagrin ou par le plaisir de la déclaration amoureuse qui est relativement lyrique. Dernière définition, c'est une définition plutôt contemporaine et assez large du terme passion. Toute passion est un désir violent, une inclination violente, et on rattache ce terme au XVIIe siècle à la furia, qui est une folie, hein, qui nous renvoie à la toute première définition de la passion au départ, hein, où vous voyez que les individus n'étaient pas forcément maîtres d'eux-mêmes. Donc pour résumer, la passion dans la définition 5, c'est un sentiment vécu à son extrême et on observe celui-ci dans la façon dont Racine exprime les passions. Il fait un peu comme Madame de Lafayette, il exacerbe les passions par le langage, notamment un langage galant, très imagé, soutenu et hyperbolique. Et je vous avais dit lors d'un de mes cours que ce langage galant qui était souvent à prendre au second degré, ici chez Racine, est à prendre au pied de la lettre. Quand un héros dit qu'il brûle d'amour, il brûle véritablement d'amour. Alors, pour ce qui concerne l'étude de notre œuvre, donc on passe à l'axe 2 du cours, qui est relatif au traitement de la passion chez Racine. J'évoquerai deux choses importantes. D'abord, les idées principales inhérentes à l'œuvre de Racine, et ensuite on se concentrera sur nos personnages principaux. Premier élément, chez Racine, et je vous l'ai déjà dit, la passion est à relier à l'amour. D'accord. Ensuite, chez Racine, la tragédie et la passion, pardon, j'ai fait une erreur dans mon cours. La passion, excusez-moi, je corrige, vous pouvez le faire avec moi. Est soutenue par la tragédie, ou même plutôt l'inverse. La tragédie est soutenue par la passion. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la trajectoire des personnages, excusez-moi, j'ai encore fait une erreur. Ce qui veut dire que la trajectoire des personnages est conditionnée par la passion. Donc leur choix, les paroles qu'ils émettent face à un personnage pour lesquels ils éprouvent de la passion sont soumis aux effets de la passion. Chez Racine, comme chez Madame de Lafayette, la passion est incontrôlable ou insoutenable et elle conduit l'individu personnage à être désorienté, elle impacte très fort ses proches et elle cadence l'action théâtrale. Par conséquent, chez Racine, cette passion incontrôlable la rend très difficile. Certains individus essayent de s'éloigner de la passion. Cet éloignement de la passion, qui est une proposition janséniste, conduit à un état d'ataraxie qui permettrait une certaine tranquillité de l'esprit. Il y a certaines tentatives dans la pièce qui consistent à s'éloigner de la passion, notamment la volonté de Phèdre de garder son propre secret, ou même la volonté d'Hippolyte de garder son amour pour Aricie rien que pour lui. Mais on voit que c'est très difficile de se tenir à ça.
Et puis, de manière générale, la passion a un impact tragique sur la pièce, puisque c'est elle qui force le verbe racinien, la façon dont Racine s'exprime, et cette passion permet l'avancée de l'action dans la pièce. Souvent, l'évolution de la passion est doublée d'une ironie tragique. C'est-à-dire que l'ironie tragique, c'est que quand on estime qu'un personnage a trouvé presque une solution à sa passion ou à l'arrêt de ses passions, eh bien, un autre personnage ressurgit et lui rappelle. C'est le cas notamment quand Thésée rassemble Phèdre et Hippolyte l'un face à l'autre. Alors, concentrons-nous maintenant sur les personnages et leur façon de vivre la passion dans l'œuvre. Quand on observe Phèdre, on l'observe, puisque c'est notre personnage principal, on observe sa passion à son début. Et la passion, c'est chez Phèdre, c'est bien sûr la passion amoureuse, et elle est liée au poids du regard, et notamment du coup de foudre, que j'appelle moi aussi, à nouveau, l'inamoramento, c'est un terme italien. Chez Racine, la passion éclate brusquement, d'un coup, comme un coup de foudre. Elle est immédiate et elle est reliée à la vue. Autrement dit, pour Phèdre, voir, c'est aimer. Vous le voyez très bien dans la lecture linéaire qu'on a faite et sur laquelle vous avez travaillé normalement hier. Quand Phèdre a vu pour la première fois Hippolyte, ça a créé chez elle une passion qui a tout de suite déclenché un trouble physique. On l'entend dans la citation je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. L'amour se présente aussi comme un sentiment inexpliqué et inexplicable pour Phèdre. C'est une force incontrôlable. Rien ne semble justifier. C'est comme si l'amour avait ses propres lois, ses propres valeurs, qui font d'ailleurs dépasser les valeurs de la société ou les valeurs des relations entre individus. On aime parce qu'on aime. Point. Et du coup, ce côté assez inébranlable de la passion, le fait que le personnage se sente un peu comme une marionnette face à elle, est bien mis en évidence chez Racine par la présence des dieux. Non pas pour rattacher la passion les dieux à un éventuel destin de la part des personnages qui serait intrinsèquement lié à eux, mais au contraire, le dieu, c'est une façon de rappeler que le personnage est la marionnette de sa propre passion. C'est une manifestation métaphorique de la passion. Si Vénus est présente, c'est simplement pour illustrer, donner un corps, donner un esprit à la passion et à sa force. Je vous rappelle que chez Racine, le destin des personnages n'est pas imputable aux dieux, mais à la passion. Donc quand on voit la passion, quand on voit des dieux donc chez Racine, c'est tout simplement qu'ils sont la forme allégorique de la passion elle-même. Tout à l'heure, je vous ai dit que les héros essayaient pourtant de lutter contre leur passion. Ce sont des luttes vaines, des tentatives vaines. Chez Phèdre, on voit qu'elle essaye de garder le silence et qu'elle essaye de se libérer par l'aveu, ce qui la fait souffrir. Et chez Hippolyte, on voit qu'il essaye de se libérer de la passion, notamment en fuyant Aricie, en essayant de fuir. Donc les héros essaient de lutter par leur raison. La passion est toutefois dévorante et l'image de l'être aimé s'impose comme s'il était tout le temps là, même si on essaie de cacher sa passion. Chez Phèdre, on observe que Phèdre a tout fait pour fuir Hippolyte. Elle a essayé de l'écarter, de lui vouer une haine presque permanente au moment où Thésée était avec elle. Et une fois que Thésée a été disparue, elle a essayé plusieurs choses, Phèdre, pour effacer sa passion. Elle a essayé le silence, elle a essayé de faire des sacrifices auprès de la déesse Vénus, et concrètement, elle a essayé d'éviter la présence d'Hippolyte. Mais elle retrouve tout le temps Hippolyte, à la fois dans les traits de Thésée et donc dans la mémoire qu'elle a de lui au départ, mais avant ça, dans les traits de Thésée tout court.
Euh, et dans le courant de notre pièce, elle essaye non pas d'échapper à Thésée, mais de faire en sorte que Thésée disparaisse. C'est pour ça qu'elle obtient de la part de Thésée, qu'Hippolyte disparaisse. C'est pour ça qu'elle obtient d'Hippolyte le fait que... elle obtient de Thésée le fait qu'Hippolyte parte en exil. Mais assez ironiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Thésée qui va à nouveau réunir Phèdre et Hippolyte, comme si la tragédie était une véritable ironie du sort. Ensuite, si on observe la trajectoire de la passion et la lutte contre la passion chez les personnages, on peut voir chez Hippolyte que dès le début de la pièce, il tente d'échapper à Aricie, mais que son souvenir le poursuit sans arrêt. C'est la raison pour laquelle il va chercher ensuite à trouver une solution pour être près d'elle. Bien, la passion est aussi quelque chose qui amène la souffrance. On l'a vu chez Madame de Lafayette, c'est récurrent chez Racine. C'est une forme de torture à la fois physique et à la fois morale, bien évidemment. Les personnages sont obsédés par cette passion. On observe d'ailleurs une exacerbation de l'expression de la passion. Il y a quelque chose de destructeur en elle, puisque on observe bien souvent, quand Racine l'évoque, le champ lexical du feu. Quand il évoque la passion, il parle de flamme, feu et d'ardeur. L'amour est souvent lié à la fureur, c'est-à-dire à la folie, à un joug. Un joug, c'est ce qu'on met autour du cou des esclaves. On est véritablement esclave de la passion. Ça vous rappelle la dernière fois, quand je vous ai expliqué en début de cours, là, à l'instant, en séance 4, que l'on n'était pas maître de soi quand on éprouvait la passion, et que de ce fait, on en devenait tourmenté, torturé, et on était impuissant face à elle. Si on observe du coup cette forme de souffrance face à la passion, on sait chez Phèdre qu'elle souffre dès le départ de la passion, dès le début de la pièce. Elle est atteinte d'une mélancolie qui, a priori, annonce sa mort. Donc son destin est déjà scellé dès le départ, dans la bouche de None, sa nourrice. Donc je vous fais une petite lecture. Hélas, Seigneur, quel trouble au mien peut être égal. La reine touche presque à son terme fatal. En vain à l'observer jour et nuit je m'attache. Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. Un désordre éternel règne dans son esprit. Son chagrin inquiet l'arrache de son lit. Chez Hippolyte, on sait bien que Hippolyte va souffrir de la passion, notamment à cause du dommage collatéral que l'aveu de Phèdre à Thésée va avoir. Vous savez que Thésée va punir Hippolyte, celui-ci va se retrouver face à un monstre, et que lui, le dompteur de chevaux, qui s'était amis d'ailleurs de ses chevaux parce qu'il est amoureux d'Aricie, va se retrouver puni en quelque sorte, non par le monstre, mais plutôt par ses propres chevaux, desquels elle s'est écartée à cause de la passion, et du coup il va vivre un véritable supplice jusqu'à la mort, puisque ses chevaux vont le traîner à terre, et il va souffrir réellement de cette chute. Chez Œnone, c'est autre chose. Désolée, j'aurais dû mettre ça en orange. Œnone souffre elle-même de la passion, mais par intermédiaire, elle souffre de la passion de sa maîtresse. Elle va se tracasser pour elle, comme une vraie mère en réalité. Elle souffre pour son enfant. D'ailleurs, quand Phèdre lui fait l'annonce de son amour pour Hippolyte, elle répond: Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Au désespoir, au crime, au déplorable rage, voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux, Et on voit bien que le terme glacé renvoie ici à la mort, et elle prédestine d'ailleurs Œnone. Bien, l'amour évidemment rythme l'action dramatique et le langage dramatique. On développera ce point dans une séance ultérieure.
Enfin, la passion amoureuse va générer la jalousie et donc des désordres dans les rapports sociaux. Et c'est très perceptible notamment chez le personnage de Phèdre, puisque lorsque Phèdre va éprouver la passion pour Hippolyte et qu'elle va deviner que Hippolyte, enfin, qu'elle va apprendre qu'Hippolyte est amoureux d'Aricie, va naître chez elle une jalousie énorme et qui va la torturer parce qu'elle va se sentir écartée, dédaignée par un homme qu'elle aime et qui ne l'aime pas en retour. Elle souffre d'un amour non réciproque. La jalousie est liée à l'amour et à ce titre, la jalousie est destructrice pour les autres personnages. Quel impact va avoir la jalousie de Phèdre? Eh bien, tout simplement, Phèdre va songer à tuer Aricie. Donc, elle devient un danger pour Phèdre, pour Aricie. Et bien sûr, Phèdre, vous le savez, va se raviser, mais donc du coup, elle va retourner la jalousie contre elle et il va finir par se suicider. Donc, la jalousie devient, et l'amour devient, la raison de la mort de Phèdre. Au-delà de la culpabilité, évidemment, de la mort d'Hippolyte. Cette jalousie de Phèdre est d'autant plus cruelle qu'elle va la pousser à imaginer, elle va se faire du mal elle-même, elle va imaginer le bonheur que pourrait avoir Hippolyte avec Aricie, elle va imaginer leur rencontre, elle va les imaginer se moquer d'elle, courir et rire ensemble. Et donc, on peut se demander si Phèdre finalement ne se fait pas elle-même mal à cause de sa jalousie. Ne serait-elle pas un peu maso dans un sens? Bon, ça, c'est pas mettre dans une copie, évidemment. Dans tous les cas, il s'agit bien de la passion qui alimente la jalousie. C'est elle le principal ressort tragique. C'est l'instrument de torture de Phèdre contre elle-même. C'est l'instrument qui va se retourner contre Hippolyte et générer sa perte. Bien, nous allons passer à la troisième partie du cours, qui est sont davantage des travaux pratiques. On va mettre la passion à l'épreuve de la VST. Donc, je vous demande de prendre vos textes, de vous préparer à les annoter. Nous entrons dans une activité de lecture et de réflexion, donc il faudra arrêter la capsule pour marquer vos textes et réfléchir dessus. Je vous laisserai 2 minutes, je vous demande de réfléchir au moins 2 minutes sur le texte après ma lecture. 3 questions. Je vous demande d'identifier la passion dont souffre le héros. Ensuite, je vous demande de me repérer des éléments qui permettent d'observer la passion, essayer de les analyser. Et puis dans un troisième temps, je vous demande de me dire quel impact la passion de ce personnage a sur lui-même et sur ses proches. Bon, il est temps de se quitter, hein. C'était long, évidemment. C'est moins long qu'un cours en classe. Hein. Alors, pour la suite de cette journée, je vous recommande fortement de faire votre écrit d'appropriation dans votre carnet. Hein. Je vous rappelle que c'est écrit au début de la séance. Et pour les élèves que je devais voir en module aujourd'hui, je vais vous demander de travailler sur la préparation de la lecture linéaire 13. Ce travail est à faire sur Wiki, je l'évalue. Vous pouvez imprimer le texte de la lecture linéaire 13. Je vous demande de formuler un axe, si possible, évidemment détaillé. Ça vous permettra de travailler votre commentaire. L'autre groupe, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en reste. Je vous ferai sans doute travailler sur la lecture linéaire 14. Allez, je vous dis à demain, c'est-à-dire mercredi, pour la lecture linéaire 13, évidemment. Bon, ça y est, c'est parti. Pensez à annoter vos livres, surtout. Je ne vous l'ai pas dit, mais pensez à annoter vos livres. Donc là, il faut aller à la page 52-53. Vous mettez un post-it avec la couleur de la passion. C'est pour le texte 1. Ensuite, vous allez à la page 52-53 à la suite, justement, pour marquer ce petit passage ici. Ensuite, vous allez à la page 126 et jusqu'à 128. Et enfin, troisième texte, vous allez à la page 128
à 129. Bien, je vous fais une lecture. Je vous rappelle, 1. Identifier la passion. 2. Repérer des passages où la passion est exprimée. S'interroger sur la façon dont Racine exprime la passion, évidemment. Et 3. Après, s'interroger sur l'impact de la passion sur ce personnage-là et ses proches. Pour la lecture du texte 1, donc nous on est au début de l'acte 1, dans la scène d'exposition, donc scène 1. Hippolyte va avouer avec honte son amour pour Aricie et à Théramène, sachant que Théramène est la même chose que Œnone est pour Phèdre, c'est-à-dire le confident et le père de substitution d'Hippolyte. Voici le texte. Hippolyte, sa vainimité n'est pas ce que je crains. Hippolyte, en partant, fuit une autre ennemie. Je fuis, je l'avouerai, cette jeune Aricie, reste d'un sang fatal, conjurée contre nous. Théramène. Quoi, vous-même, Seigneur, la persécutez-vous? Jamais l'aimable sœur des cruels Palantides trempa-t-elle au complot de ses frères perfides. Et devez-vous haïr ces innocents appâts? Hippolyte. Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. Théramène. Seigneur, m'est-il permis d'expliquer votre fuite? Pourriez-vous n'être plus ce superbe Hippolyte, implacable ennemi des amoureuses lois, et d'un joug que Thésée a subi tant de fois? Vénus, par votre orgueil si longtemps méprisé, voudrait-elle à la fin justifier Thésée? Et vous mettant au rang du reste des mortels, vous a-t-elle forcé d'encenser ses autels? Aimeriez-vous, Seigneur? Je vous laisse donc arrêter la vidéo et réfléchir aux 3 questions que je vous ai posées. De quelle passion est victime Hippolyte? Comment l'observe-t-on dans le texte? Faites un relevé, une petite analyse. Et enfin, quel impact va avoir la passion pour Hippolyte? Il est une passion dont Hippolyte souffre, c'est l'amour. Tout comme Phèdre. Je vous avais dit que Hippolyte était le pendant symétrique de Phèdre, et de ce fait, l'amour d'Hippolyte pour Aricie est sa passion. On observe que Hippolyte se sent coupable de sa passion. C'est un jeune homme très vertueux et on l'observe de différentes manières. Il évoque tout de suite, en parlant de la passion, d'un sang fatal pour évoquer Aricie, alors que c'est celle qui l'aime. Et vous pouvez observer une structure symétrique qui annonce l'amour le parallélisme, enfin, l'amour d'Hippolyte, très contradictoire pour Aricie. Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. Sous-entendu, comme je l'aime, je la fuis. Observez que Théramène compare Hippolyte à son père. Vous savez que Thésée a été victime d'un amour folâge. Et du coup, Théramène parle d'Hippolyte en évoquant le fait que Hippolyte est superbe dans la mesure où il ne se laisse pas faire par les lois de l'amour. Il dit d'ailleurs lui-même, par une façon allégorique, en parlant de Vénus, que Hippolyte a méprisé Vénus pendant très longtemps. Alors, quel impact de cette passion? D'abord, cette passion a un impact sur la loi de la cité, puisque vous savez que Aricie est retenue prisonnière, elle est condamnée à ne pas avoir d'enfant et de mari, et elle est prisonnière de Thésée. De la même manière, Hippolyte s'oppose à la loi du père, puisque c'est Thésée qui s'oppose au fait que Aricie trouve un homme. Et puis enfin, il s'oppose à sa propre loi, puisqu'on sait que Hippolyte était un homme vertueux. Donc on observe assez facilement qu'en réalité, la passion accomplit des désordres sociaux, familiaux et puis intimes. Enfin, on peut dire aussi que la passion de Thésée pour Aricie a un impact évidemment politique. C'est une menace politique
Et c'est comme ça que Phèdre va l'envisager quand elle va évoquer cet amour d'Hippolyte pour Aricie. Bien, je vous laisse lire le texte là ce coup-ci, parce qu'il n'y a qu'un petit passage qui m'intéresse, que je vous lirai évidemment. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir aux 3 questions. Hein. Quelle passion? Comment ça s'observe dans le texte? Et puis troisièmement, quel impact pour le personnage? Bon, le passage qui m'intéresse ici démarre là. Vous savez que Hippolyte adore son père pour les exploits qu'il a accomplis. Il en fait un héros. Juste avant, c'est ce qu'on a évoqué. Hein, on parle de tout ce que Hippolyte a accompli comme fait glorieux, et notamment ce qui est le plus proche de Phèdre, hein, le fait que Thésée ait gagné et combattu le Minotaure avec beaucoup de brio. Et juste après, ce passage est pondéré par les amours de Thésée. Et c'est bien là le problème, c'est que Thésée est volage en amour. Alors comment ça s'exprime? Tout simplement, il y a une citation, enfin, on cite et on énumère toutes les femmes qu'il a connues, hein, Hélène, à ses parents dans Sparte dérobée, et puis ensuite vous avez Ariane au rocher comptant ses injustices, Phèdre enlevé. On voit bien que en réalité Thésée a toujours été celui initiateur de la passion, puisque à chaque fois, chacune d'entre elles, d'une manière ou d'une autre, a été violentée par la passion de Thésée. Alors quelles conséquences? On peut au moins retenir une conséquence pour Ariane, hein, la pauvre. Thésée est tombé amoureux d'elle, certes, enfin pas vraiment, il s'est un peu servi d'elle en réalité. Hein. Du coup, vous savez qu'elle a été ensuite éconduite par Thésée, il a préféré Phèdre, donc elle a été abandonnée. Hein. L'impact pour Phèdre, pour Ariane est donc majeur, puisque ça l'a conduit à une forme de chagrin, évidemment. Pour Phèdre, on peut dire que elle n'a pas été vraiment punie par l'amour de Thésée, hein, mais elle s'est détachée de lui, parce qu'il ne s'agit pas d'un véritable amour. Il y a un texte 3, Phèdre, en tout cas à l'acte 2, scène 5, Phèdre vient d'apprendre par Thésée qu'Hippolyte aime Aricie, ce dont doute le roi évidemment, hein, puisqu'il est victime d'un quiproquo, hein, vu la calomnie que Phèdre a imposée à Thésée. Je vous rappelle qu'il a entretenu évidemment dans un quiproquo ce pauvre Thésée, puisque Phèdre, sur les conseils de None, a accusé Hippolyte de lui avoir fait des avances. Thésée croit alors que l'aveu de l'amour interdit de Thésée pour Aricie n'est qu'un subterfuge pour cacher son amour pour Phèdre, son amour adultère pour Phèdre. Adultère, incestueux pour Phèdre. Phèdre, quant à elle, en apprenant l'amour de Thésée pour Aricie, conçoit cet aveu comme une vérité. Elle réagit et du coup, elle va se confier à Œnone et elle va dire des choses qui nous font dépasser le stade de l'amour. Je vous laisse donc lire le texte. Ce qui est la partie qui va nous intéresser, que vous aurez en lecture linéaire, va jusqu'à ici environ, il me semble. Même question que tout à l'heure, quelle passion, comment ça s'exprime et quel impact ensuite pour le personnage. Bien, alors, je lis le début du texte au moins. Phèdre, ils s'aimeront toujours au moment que je parle. À mortelle pensée, ils bravent la fureur d'une amante insensée. Malgré ce même exil qui va les écarter, ils font 1000 serments de ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage. Œnone, prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre Aricie, il faut de mon époux contre un sang odieux réveiller le courroux. Qu'il ne se borne pas à des pernes légères, le crime de la sœur passe celui des frères. Dans mes jaloux transports, je le veux implorer. Que fais-je?
Où ma raison se va-t-elle égarer? Moi jalouse, et Thésée, celui que j'implore, mon époux est vivant, et moi je brûle encore. Pour qui? Quel est le cœur où prétendent mes voeux? Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. Mes crimes désormais ont comblé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Mes homicides, mains promptes à me venger, dans le sang innocent brûlent de se plonger. Alors dans ce passage, on observe évidemment la jalousie de Phèdre, qui est déclenchée par le fait que Phèdre vient d'apprendre l'amour d'Hippolyte pour Aricie, ce qui vient justifier son refus. Je vous rappelle qu'Aricie est un personnage inventé par Racine pour justifier la vertu un peu insensée et le refus un peu insensé de Thésée à Phèdre. Et on voit que Phèdre se caractérise elle-même, elle dit qu'elle est une amante insensée. On voit aussi que elle juge très bien ce qu'elle ressent, puisque elle évoque sa fureur, donc la passion amoureuse qui dépasse la raison, qui est donc dans la folie. Ensuite, on observe jalouse rage. On observe aussi le terme jaloux transport, qui signifie qu'elle est entrée dans une souffrance qui la transcende. Et puis elle dit elle-même moi jalouse. Bref, on observe que Phèdre identifie très bien sa propre l'origine de sa souffrance qui est liée à la jalousie. Cette jalousie est furieuse, terrible, irrationnelle, de sorte que même son physique est impacté. Elle dit chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux, ce qui marque l'exacerbation de la passion évidemment. Quel impact va avoir ce déclenchement de jalousie? Évidemment, en premier lieu, je vous rappelle qu'elle veut tuer Aricie, mais elle va finir par retourner ce désir de mort vers elle. Donc, bien plus tard et à très long terme, cela nous amènera au suicide de Phèdre. Mais surtout, cette jalousie va pousser Phèdre non pas à défendre Hippolyte devant Thésée, mais au contraire à exciter le sens de la justice de Thésée. Et elle va pousser Thésée à punir Hippolyte, qui va l'envoyer vers les monstres marins de Poséidon, dieu de la mer. Thésée va très vite s'en mordre les doigts, mais il sera trop tard. En réalité, si on réfléchit dans la version de Racine, ce n'est pas tant le monstre, le monstre marin de Poséidon qui tue Hippolyte, mais davantage les chevaux d'Hippolyte qui sont impossibles à tenir. Et c'est comme si ces chevaux lui faisaient payer le fait qu'il se soit détourné d'eux parce qu'il était amoureux d'Aricie et qu'il s'en est plus occupé. Bien, dernier texte, dernier personnage. Œnone conseille à nouveau Phèdre, alors elle a conseillé au tout début de la pièce, notamment de vivre sa passion pour Hippolyte, parce qu'elle en est très amoureuse et qu'elle veut voir sa maîtresse heureuse, sachant que Thésée est mort. Ça laisse le champ libre aux aveux de Phèdre pour... de l'amour de Phèdre pour Hippolyte. Deuxième conseil qu'elle va donner, beaucoup plus tard dans la pièce, à l'acte 2, scène 5, elle va proposer à sa maîtresse Œnone, donc du coup, pousse Phèdre à punir Hippolyte et Aricie de leur amour l'un pour l'autre. Je vous fais une courte lecture de la réaction de Phèdre. Qu'entends-je? Quel conseil oses-t-on me donner? Ainsi donc, jusqu'au bout, tu veux m'empoisonner, malheureuse. Voilà comme tu m'as perdue au jour que je fuyais. C'est toi qui m'as rendu tes prières, m'ont fait oublier mon devoir. J'ai évité Hippolyte et tu me l'as fait voir. De quoi te chargeais-tu? Pourquoi ta bouche impie a-t-elle, en l'accusant, osé noircir sa vie? Il en mourra peut-être, et d'un père insensé, le sacrilège veut peut-être
est exaucée. Je ne t'écoute plus, va-t'en, monstre exécrable. À la toute fin, on voit que ce rejet de Phèdre envers Œnone l'a conduit à faire dire à la servante: adieu, pour la servir, j'ai tout fait, tout quitté, et j'en reçois ce prix, je l'ai bien mérité. Du coup, quelle passion ici est exprimée? Si on regarde vraiment la passion d'Œnone cette fois, il s'agit d'une passion qui est maternelle, passion de l'amour maternel, qui l'a conduit à pousser Phèdre à accomplir toutes les folies qui lui passent par la tête, et notamment faire punir Hippolyte et punir Aricie de leur amour, un amour maternel. Bien. Dans cette expression de la passion, on voit bien la souffrance d'Œnone, notamment grâce à la ponctuation. D'accord. Ici, les 2 points d'exclamation qui soulignent la surprise d'Œnone dans le rejet de Phèdre, et le fait que souvent Œnone implore les dieux. Alors pour le coup, quel impact de l'amour maternel d'Œnone? C'est plutôt à rebours du coup qu'il faut voir l'œuvre. Œnone pousse Phèdre à l'aveu, et elle va pousser aussi Phèdre ici à condamner soit Aricie, soit Hippolyte, ce que Phèdre va finir par refuser ici très violemment. Et puis évidemment, ces 2 éléments, on voit bien que ça a un impact social sur tous les personnages, et puis cet amour maternel, et ici le rejet de Phèdre envers sa nourrice, qui est son substitut de mère, va conduire sa nourrice au suicide. Donc la passion maternelle va détruire le personnage lui-même.